Merci D'accord, Simon, parfait. bonjour tout le monde. Je suis particulièrement ravi d'être avec vous aujourd'hui, puis de jouer un petit peu l'exotique du jour. Merci Simon pour cette introduction. Alors, moi, à vous écouter parler auparavant, je vais vous paraître sans doute un peu plus modeste dans ma présentation. Je voulais juste, moi, planter un petit peu le décor d'un territoire qui est un petit peu particulier, pas seulement parce qu'il se trouve en France, mais parce qu'il se trouve aussi au pied du toit de l'Europe, le Mont Blanc. Je pense que vous le connaissez, même si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Donc le Mont Blanc, c'est 4800 mètres d'altitude. C'est comme vous le voyez là sur cette photo, de puissants sommets, des glaciers qui descendent aux portes d'une ville et d'une vallée fortement urbanisée, puisqu'elle accueille un des hauts lieux du tourisme de montagne mondial. Donc à l'année, c'est 13 500 habitants dans cette vallée, mais c'est surtout 83 000 lits touristiques. Donc c'est une forte fluctuation, même si de plus en plus on a des gens qui viennent toute l'année. Donc ça veut dire des infrastructures qui sont capables d'être présentes pour 13 500 habitants, mais d'être multipliées pour accueillir, en plus des lits, des gens qui viennent à la journée. Donc on parle parfois de plus de 100 000 personnes présentes dans la vallée au même moment. C'est un territoire qui est relativement vaste, mais qui est fortement protégé par différents statuts. Alors, je ne vais pas les détailler ici, mais 91% du territoire de la commune de Chamonix, par exemple, sont sous statut de protection, qu'il s'agisse de protection locale ou de protection de niveau national. Comme moi, je suis un petit peu focus sur les questions d'énergie, de changement climatique, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous ce chiffre de nos émissions carbone. Alors, c'est celles qui sont produites seulement sur notre territoire, hein. On réfléchit aujourd'hui à un vrai bilan carbone avec, je ne sais pas si vous avez cette même appellation chez vous au Québec, mais on parle du scope 3. Ce sont les émissions indirectes, celles qu'on produit en faisant venir, par exemple, des touristes. Mais aujourd'hui, on a ce chiffre en émissions pures sur le territoire de 7,5 tonnes par an et par habitant. C'est dans la moyenne de ce qu'on peut trouver en France. Et puis, une petite particularité, je vais la détailler un petit peu après, en termes d'énergie, c'est 620 pardon, gigawattheures consommés chaque année, mais c'est surtout grâce à ce territoire qui possède des glaciers et donc qui possède une force de l'eau colossale, 1 TWh d'énergie qui sont produits et donc ça nous permet tout ça d'être plutôt autonome, on va le voir après, même carrément autonome en matière d'énergie. Donc on a ici un territoire qui fonctionne et qui, depuis 2 ou 3 ans, s'est organisé autour de 4 axes de développement, ce qu'on appelle chez nous un projet de territoire, mais je ne le présente pas là, parce que comme Simon vous l'a dit, cette présentation, elle est issue de, de, de projets qu'on a eu ensemble avec des étudiants savoyards et québécois l'été dernier. Alors, j'aimerais bien que mon écran bouge, ce n'est pas le cas. Alors, voilà, on va faire autrement, on va faire par ici, juste pour dire, là aussi pour planter le décor et avant de venir plus précisément sur des questions d'eau et d'eau pluviale, que forcément, compte tenu de ce territoire très fortement marqué par la puissance de la nature, on s'est engagé dans ce qu'on espère être une politique ambitieuse pour planifier un petit peu nos questions d'énergie, nos questions d'adaptation au changement climatique. Je ne vais pas les détailler ici, elles sont nombreuses. La France aime bien ça, fonctionner par des appels à projets qui sont des appels à projets nationaux ou régionaux. Et puis, nous, au niveau local, on y répond, on obtient des financements. Et puis, sur 2, 3 années, on développe des, des dispositifs particuliers. Bon, souvent, ça manque un petit peu de, comment dirais-je, de fluidité d'un dispositif à un autre, mais bon an, mal an, on arrive à trouver comme ça une sorte de cohérence dans nos politiques publiques. Je reviens sur nos questions d'énergie parce que vous allez voir que c'est un petit peu mon angle d'attaque là, mais ça va nous amener encore une fois à cette question de l'eau et de son omniprésence dans notre stratégie locale.
Vous voyez ici notre consommation et puis, vous voyez juste en dessous ce que, encore une fois, nos glaciers et donc l'eau nous amènent à pouvoir produire. En 2021, la production locale, elle correspondait à 166% de la consommation locale. C'est-à-dire qu'on exporte de l'énergie au bénéfice des territoires voisins. Et en France, on a un système qui est plutôt centralisé, c'est-à-dire qu'on alimente en électricité, puisque c'est essentiellement de l'hydroélectricité que l'on produit. On alimente donc le réseau national, si bien que nos électrons peuvent aller allumer des écrans de télé du côté de la région parisienne. Et puis, dans les projets qui sont déjà dans les cartons, on a ici plus de 176% de la consommation qui est atteignable, tout en n'oubliant pas qu'on a aussi un potentiel, encore un potentiel qui est là, qui pourrait nous amener à être à 257% de notre consommation, étant entendu qu'on a aussi beaucoup, beaucoup d'efforts à faire, mais je pense que vous êtes dans le même cas que nous, en matière de réduction de nos consommations d'énergie et en matière de sobriété. Mais je ne vais pas détailler là, ce n'est pas le sujet. En tout cas, l'eau occupe une large place dans cette stratégie et dans notre potentiel encore disponible, qu'il s'agisse d'un potentiel brut, pardon, ou d'un potentiel net. Je ne vais pas détailler ça non plus. De la même manière, je ne vais pas détailler un petit peu dans quel esprit tout ça nous oriente. En tout cas, je pense que comme vous le voyez, ce qui est écrit en rouge, on veut faire face à des coûts économiques grandissants de l'énergie. On veut pouvoir être plus autonome par rapport à notre production, plus résilient aussi dans notre consommation. On veut réduire notre empreinte sur le climat parce qu'on a un territoire qui nous montre jour après jour les évolutions du climat. Et puis, ce n'est pas négligeable, on veut aussi contribuer à la santé publique en utilisant moins d'énergies fossiles qui sont génératrices d'oxyde d'azote et de particules. Mais ça aussi, ce n'est pas une découverte pour vous, j'en suis sûr. Euh, Par rapport à ça, on a donc, comme je vous le disais, un territoire qui témoigne d'impact sur le climat de plus en plus rapide. J'ai ici à gauche une photo et un montage photographique réalisé par une fondation italienne, donc juste de l'autre côté du massif du Mont Blanc, parce que je ne l'ai pas dit, mais notre territoire a la particularité d'être à la confluence de la France, de l'Italie et de la Suisse. Donc, on a des coopérations très souvent avec nos voisins. Et on en a une en 2020 à propos d'un projet qui s'est appelé Adapte Mont Blanc et qui a permis de mettre en évidence, par exemple, ce montage où vous voyez le niveau de la glace tel qu'il était en 1900 et tel qu'il était perçu en 2020. Je n'ai pas ce montage en 2024, mais les vitesses d'accélération de la fonte et de la rétractation des glaciers sont absolument faramineuses. On avait déjà des rythmes qui étaient importants, mais chaque année, le rythme de l'accélération s'amplifie. Et puis 2005, vous le voyez ici, une autre photo à droite, avec l'écroulement d'un des sommets mythiques de la vallée. C'est le sommet des Drues. Il orne la médaille des guides de haute montagne de Chamonix. Mais ce sommet emblématique a vu disparaître quantité importante d'un de ses piliers essentiels qu'on a appelé le pilier Bonatti. Et ce sont des millions de mètres cubes qui sont partis en fumée et qui illustrent un phénomène qui maintenant est régulier, fréquent durant l'été, mais aussi à d'autres saisons, puisque vous connaissez aussi, je pense, ce phénomène de disparition du permafrost, donc cette roche là aussi, c'est une question d'eau, cette roche qui est maintenue en cohésion par de l'eau à l'état de glace et qui agit comme un ciment. Et comme les températures s'élèvent, cette eau contenue en profondeur dans la roche petit à petit disparaît et donc le ciment ne tient plus et on a comme ça des pans entiers de nos montagnes qui s'effritent et qui disparaissent. Donc ça provoque tout un tas de conséquences en cascade, des risques évidemment quand on est en haute montagne, mais pas que. Et ça nous oblige, nous, à nous adapter au jour le jour dans nos documents d'urbanisme, dans nos documents de prospective, mais dans des choses beaucoup plus prosaïques. On a des accès vers nos
refuges de haute montagne qui sont modifiés d'une année sur l'autre. Et on a tenté aussi de d'écrire tout ça dans une stratégie d'adaptation liée à notre tourisme. On s'oriente de plus en plus vers un tourisme 4 saisons qui ne compte plus seulement sur l'hiver et sur le ski, mais qui s'appuie aussi sur les intersaisons. Et puisque l'été, qui était auparavant une saison très forte pour l'alpinisme, eh bien on voit qu'aujourd'hui aussi, ce n'est pas la meilleure des saisons pour aller en altitude, puisqu'on a ces phénomènes de dégel. Et tout ce qui se faisait auparavant au mois de juillet, au mois d'août, se fait maintenant au mois d'avril et au mois de mai. C'est là qu'on retrouve les meilleures conditions pour pratiquer l'alpinisme d'altitude. Ce qui nous oblige donc, on le voit ici, à adapter nos stratégies d'adaptation. Pardon pour cette formule, mais je crois que c'est la bonne, hein. On a des stratégies d'adaptation, mais on voit que celles qui étaient prévues pour être valables sur 10-20 ans, eh bien aujourd'hui, il faut les adapter tous les 5 ans parce qu'on n'est pas en phase avec ces changements extrêmement rapides. Et alors même qu'on essaye de modérer notre impact sur le climat avec une transition énergétique, eh bien on voit aussi que cette transition énergétique, elle est menacée. Et je vais l'illustrer ici par quelques, quelques exemples. Euh, Ici, vous voyez la flèche, elle part de ce qu'on appelle le glacier des Bossons, un des glaciers qui descendait le plus bas de la vallée. Eh bien, en 2021, ce glacier a vu se former à un moment un lac, un petit lac, mais un lac qui a fini par grossir. Et voilà, on en revient aussi à un des sujets du jour, c'est la contribution des scientifiques. Et c'est tout simplement un chercheur, un glaciologue qui revenait d'un petit peu plus haut des pentes du Mont Blanc, qui est allé faire une autre manip, qui en redescendant a vu ce lac. Il a dit, sa configuration est particulière, ça mériterait d'être investigué. Donc il nous a alertés. Effectivement, ces investigations ont montré qu'il y avait un danger potentiel de rupture de ce lac, si bien que l'année dernière, en 2023, on a dû procéder à plus de 700 000 euros de travaux pour vidanger de manière artificielle ce lac pour éviter une rupture brutale et accidentelle non maîtrisée. Alors, je vais vous expliquer comment on a fait pour vidanger ce lac, mais surtout, ça nous a obligés bien en aval à libérer aussi des ponts. On a carrément démonté des ponts qui étaient sur le petit torrent, qui auraient constitué des obstacles à l'arrivée massive d'une eau de fonte. Et ben, tout ça, ça a été un vrai chantier l'été dernier avec des déviations de route, etc. Et puis, autre aspect apparu l'année dernière, on prévoyait un projet de centrale hydroélectrique pour capter l'eau d'un petit torrent. Et puis, ben, on s'est aperçu que le débit de ce petit torrent, d'un seul coup, il s'était mis à être considérablement réduit. Et en plus, on espérait capter les calories de, des eaux qui coulent dans ce torrent, puisque si vous voyez à peu près au niveau entre le départ des deux flèches bleues, on a le tunnel du Mont Blanc qui permet une connexion entre l'Italie et la France. Et ce tunnel, sur les 11 kilomètres de son parcours, il récupère de l'eau qui s'est infiltrée par la glace, par le haut, et qui s'est réchauffée au contact de cette roche. Si bien qu'on a une eau qui, toute l'année, sort du tunnel, qui est récupérée, pardon, cette eau, elle est récupérée dans le tunnel, elle sort à 18 degrés et elle alimente ce petit torrent que nous, on voulait utiliser pour notre centrale hydroélectrique et aussi pour récupérer de la chaleur pour un réseau de chauffage biomasse et donc chaleur fatale. Et là, ben, on s'est dit, mais est-ce que finalement, cette eau qui coule dans ce torrent, est-ce qu'elle peut servir à la fois pour de l'hydroélectricité, mais aussi pour produire de la chaleur? Et on a dû faire des investigations complémentaires. Et aujourd'hui, on est un petit peu rassuré. Quand on s'était vu, Simon, on était en plein doute, mais les résultats sont tombés il y a un mois et on sait qu'on aura un débit suffisant pour à la fois produire de la chaleur en récupérant les calories de ces eaux qui sortent à 18 degrés et en même temps produire de l'hydroélectricité. En tout cas, on a cette certitude a priori sur les 25 ans de fonctionnement de cette centrale. Au-delà, on a des doutes sur ce qu'il restera à faire fondre
en altitude. Ça, ce sont des scénarios d'émissions à l'échelle planétaire qui nous le diront. Je vais détailler maintenant par quelques photos ce qui nous est tombé dessus donc l'année dernière. Je commence par expliquer ce lac glaciaire, vous le voyez ici. Vous voyez ce lac qui s'était formé et qui était assez conséquent et de plus en plus conséquent. Et pour éviter sa rupture brutale, c'est ce que je vous disais, eh bien, on a fait intervenir une petite pelle mécanique ici qui a creusé un chenal et qui a permis à l'eau de s'écouler beaucoup plus lentement qu'une rupture l'aurait occasionné. Mais vous voyez qu'avant, le glacier, il est alimenté ici, un joli petit torrent, euh, torrent qui était modeste, mais qui alimentait des petits refuges d'altitude et des lieux de restauration. Eh bien, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, grâce à ce système-là qui nous a permis donc une vidange sans gravité, eh bien, on a pu se rendre compte néanmoins qu'avec ce glacier qui se rétracte, eh bien voilà, ce torrent, il est aujourd'hui à sec, ce torrent que vous voyez à gauche, là, qui s'appelle le torrent de la Crozette, il n'existe plus. Il existait depuis des centaines d'années et on l'a vu disparaître. Eh bien voilà, en 2 mois de temps, ce n'était qu'une anticipation de ce qui allait se produire naturellement, hein, mais on a bien ici un torrent qui a disparu tout simplement du paysage avec un autre qui est apparu, ici avec des cascades que vous voyez qui sont temporaires, puisqu'on sait déjà que, étant donné le profil et la topographie du sous-glaciaire, on va avoir un écoulement qui va se faire sur la rive gauche, alors que cet écoulement se faisait sur la rive droite. Voilà des constats. Moi, je n'en tire pas davantage de conclusions que ça, mais c'est pour vous montrer les traductions très concrètes et très, comment dire, qui se produisent très rapidement dans notre territoire. Et puis, une nouveauté. Ça, Simon, quand on s'était croisés, je ne l'avais pas évoqué, puisque ça s'est produit fin novembre. On était entre l'automne et l'hiver, mais on peut considérer que nous, on était déjà entrés dans une situation hivernale, puisque on avait commencé à faire du ski par chez nous. Et puis là, d'un seul coup, grosse surprise, l'isotherme 0 degré est remonté à 2800, 2900 mètres d'altitude, alors qu'à cette époque de l'année, on a des précipitations qui tombent toujours sous forme neigeuse. Pour la première fois et dans des quantités excessivement importantes, elles sont tombées sous forme liquide. Évidemment, notre terrain n'a pas résisté. Vous voyez une belle loupe ici qui s'est déclenchée dans une partie pourtant forestière et à peu près couverte. Et sur la photo de droite, vous voyez un petit peu en bas, une route eh bien, qui a servi de déversoir à des boues. Et ça a duré presque 3 semaines. Une route qui était inexploitable alors qu'elle rejoint un petit village où habitent plus de 400 habitants. Ça, c'est ce qui s'est produit chez nous, sur mon territoire à Chamonix, avec des risques de lave torrentielle qui ont dû être gérés, avec la création de ponts de manière temporaire. Et puis, lors de cet épisode qui a duré 3 jours, eh bien, on a eu des inondations. Et ça, c'est juste un peu plus bas. Voilà, une belle maison qui est l'atelier d'un artiste qui aujourd'hui eh bien, est en péril immédiat. Il y a des travaux de confortement qui ont été entrepris. Mais c'était une vraie surprise. On a perdu à peu près 10 mètres de largeur de rive à cet endroit-là. Et vous le voyez ici, une belle petite maison qui s'est transformée en quelques heures en une belle cascade. Et ça, je le répète, ce qui est atypique, c'est la saison. On était fin novembre, à une période où d'habitude tout ça tombe sous forme de neige et où le lendemain, on est tous joyeux d'aller faire du ski. Encore plus bas dans la vallée, puisque nous, on est en tête de bassin versant, au début d'un cours d'eau qui s'appelle l'Arve et qui alimente ensuite la ville de Genève, qui se trouve en Suisse. Eh bien, on a eu ce genre de dégâts assez importants. Euh, alors, c'était une crue centenale, et 2 semaines après, on a eu la même. Donc, on a eu 2 crues centenales en 15 jours. Ça bouleverse quand même grandement tout ce qu'on peut comprendre du fonctionnement de nos hydrosystèmes. Fort heureusement, c'est un cours d'eau qui est bien étudié, qui est bien compris. S'il s'était produit la même chose il y a une vingtaine d'années, on aurait eu très probablement des dizaines de morts. Aujourd'hui, on a eu bien des problèmes, on a eu des évacuations,
des évacuations qui n'ont pas été préventives. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais on a quand même eu des inondations et des évacuations, pardon. Et puis, vous le voyez sur la photo de gauche, vous voyez le sens du courant là avec cette flèche. Et puis, sur la partie droite de la photo, vous voyez ici un pylône. C'est une ligne à haute tension qui passe. Et bien là, le pylône était encore debout, mais quelques heures après, il n'était plus debout. Et donc, c'est tout un secteur qui a été privé d'électricité. Et puis, comme c'est de la haute tension qui passait là, et bien forcément, c'est l'ensemble de la vallée qui a été coupé en deux avec l'autoroute qui a été interdite à la circulation pendant quelques heures, puisque c'est ce pylône qui était tombé. Donc, c'est toutes ces conséquences en cascade qu'on méconnaissait complètement dans cette vallée, surtout, je me répète, à cette période de l'année, qui nous ont beaucoup étonnés, qui nous ont surpris, à tel point, et là ce sera ma dernière diapo, ma dernière slide, à tel point, et c'est là que je pense que ce ne sera pas une surprise pour vous, on a besoin de retravailler avec les scientifiques. Vous avez en aplat violet, ici, les prévisions de nos modèles. Nos modèles qui fait jusqu'à maintenant à peu près correctement. Et puis, vous avez en bleu la courbe de débit de cette rivière telle qu'on l'a enregistrée. Alors, vous voyez, ou je vous l'explique peut-être, que le pic de crue, il s'est produit vers 4 heures du matin. La veille, on avait une prévision à 10h30 qui nous disait que le débit maximal se produirait à 3 heures plus tôt et qu'il se produirait avec une amplitude de 807 mètres cubes secondes. Dans la réalité, on a eu 1300 mètres cubes secondes. Donc, on a un modèle, allez, on va dire une quinzaine d'heures auparavant, qui n'arrivait pas à prévoir la temporalité et l'amplitude du pic de crue, et puis une précision qui normalement aurait dû être affinée, mais celle qui a été faite non plus à 10h30 le matin, mais à 16h l'après-midi, qui, elle, retardait et s'éloignait encore du pic de crue, et l'imaginait avec un décalage de 6 heures par rapport à ce qu'il s'est produit, mais qui réévaluait un petit peu mieux l'ampleur de la crue, mais vous voyez, dans des proportions encore très insuffisantes par rapport à la réalité. Donc aujourd'hui, on a découvert, grâce à cet événement, qu'on avait des modèles qui sous-estimaient très largement la pointe de crue et surtout qui n'arrivaient pas à en prévoir la temporalité, ce qui en termes d'évacuation préventive nous oblige et finalement nous pose beaucoup de questions et nous oblige à revoir complètement nos fondamentaux et nos acquis. Donc on a aujourd'hui besoin d'éclairage scientifique pour comprendre comment ce cours d'eau qu'on croyait bien connaître, fonctionne aujourd'hui dans un contexte où il n'est plus dans son régime niveau glaciaire comme auparavant, mais maintenant quasi torrentiel en plein hiver, ce qui peut arriver de façon complètement subie et jusqu'à présent inconnue. Voilà, je crois que j'en ai fini et je laisse euh, C'est poursuivre bon. la conversation.